Très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un privilège de pouvoir jaser avec des entraîneurs et de communiquer. Mais honnêtement, j'aimerais bien qu'on soit en présentiel, qu'on puisse échanger. On va le faire d'une autre façon, puis c'est correct comme ça. On n'a pas, je pense que les deux qualités les plus importantes pour un entraîneur, c'est l'humilité puis la détermination. Puis c'est ce qu'on veut chez les joueurs aussi. Puis je pense qu'on a toujours à apprendre de tout le monde et dans tous les domaines possibles et imaginables à partir du moment où on est ouvert d'esprit puis on est créatif. C'est un peu ce que je veux vous démontrer ce soir. Ce que je veux faire, c'est présenter le programme de développement de hockey chez nous à Rimouski avec l'Océanique, mais aussi vous montrer les similitudes qu'il y a entre ce qu'on peut faire dans le hockey mineur, puis ce qu'on peut faire à un niveau élite, là, comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a tellement maintenant de moyens, de possibilités qu'il faut, je pense, être très dynamique, très créatif, puis je pense que le plaisir est là, il s'agit juste de le trouver, puis que l'énergie est là aussi, puis c'est la même chose un peu. Fait que commençons dès le départ. Je vais essayer de me démêler avec l'écran de mon gars qui m'a passé son Mac parce que mon laptop est avec un petit quelque chose, mais je pense que ça va bien aller. Tout de suite, je vous partage. Ça marche-tu? Oh, oui. Tu n'as pas partagé la bonne fenêtre. Bon, tu vois, ça commence bien. Je partage le Bluetooth en ce moment, c'est bon. Tout de suite, je vais vous partager, là, dès que je trouve le bouton. All right, on y va. Oh, OK, on est sur le bord. Et voilà. Ben, regardez-moi ça, c'est beau. Le développement du joueur de hockey dans un contexte de hockey mineur. Comme je vous le disais précédemment, ce qu'on veut faire, c'est souligner, c'est démontrer que tout est possible dans le hockey mineur, autant qu'au niveau collégial, qu'au niveau junior majeur et même qu'au niveau pro. Euh, Dès le départ, je vous montre ici, je vous introduis notre programme de développement. C'est un programme qui est axé sur cinq vraiment niveaux, 5 niveaux très importants pour nous. Et le plus important, vous allez voir, on va passer un petit peu de temps dessus, c'est ce qu'on appelle, parce qu'on fonctionne beaucoup en anglais pour essayer de développer le gros mandat qu'on a, c'est de développer des joueurs pour le calibre supérieur. Et pour la Ligue nationale, Hockey Canada et tous ces endroits-là, souvent, les gars qui viennent du bas du fleuve ou de Québec ou du Saguenay ont peu de maîtrise de l'anglais, à part pour les termes de hockey. Donc, on fait beaucoup ça en anglais. Là. Je vais prendre le temps de vous traduire les choses, puis on va essayer d'être le plus clair possible. Le premier palier, c'est aussi mindset. C'est le premier palier, puis pour nous, c'est le plus important. Vous allez voir par la suite qu'on va parler de niveau de compétition, en anglais competitiveness, de tout ce qui est développement des habiletés, autant technique que tactique. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle en anglais, ils parlent de habits. Nous autres, on appelle ça les OC Essentials. C'est tous les moyens par lesquels on va décortiquer les comportements des joueurs sur la glace pour les aider à performer dans des choses où ils peuvent focaliser très simplement, puis qui ont des effets très, très sûrs sur la glace et qui leur permettent d'atteindre les plus hauts niveaux. Ça, là, on passe beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Et ultimement, on termine avec le système, puis évidemment qu'on veut apprendre à jouer ensemble, c'est un genre de codage, mais je vous dirais que tout d'abord, on part d'un principe très, très simple qui est d'établir l'état d'esprit qu'on va avoir de nos joueurs. Donc, c'est donc la pyramide de développement de hockey qu'on a. Très rapidement, je passe au point central de tout ça, c'est l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit qu'on recherche? Nous autres, on veut développer, avant toute chose, on recherche dans notre recrutement, l'équipe de recruteurs d'Annie Dupont, toute la gang, on travaille très fort à trouver les meilleurs joueurs possibles dans tous les niveaux de hockey. Évidemment, dans le midget 3, dans les réseaux maritimes, puis un peu partout. Dans le réseau scolaire aussi, où on a de plus en plus de joueurs. Mais notre objectif, avant toute chose, c'est de développer le niveau de maturité de nos joueurs. C'est extrêmement important. On veut des joueurs qui sont ouverts aux apprentissages, qui sont coachables, qui ont un désir d'apprendre, qui sont très, très ouverts d'esprit, qui ont une soif d'apprendre incroyable et qui vont s'engager de façon totale envers l'équipe.
comment on va faire ça? Évidemment que nous autres, on scrute beaucoup, bien avant les statistiques, là, on scrute beaucoup les habitudes de travail des joueurs, leur comportement sur la patinoire, comment ils sont avec leurs coéquipiers, comment ils vont réagir face aux erreurs. Et pour avoir beaucoup, beaucoup d'amis et de collègues qui sont dans les circuits professionnels et qui viennent recruter au niveau de la Ligue nationale nos joueurs, puis avec les échanges qu'on a eu avec eux, je vous dirais que c'est les habitudes de travail et les comportements sur la glace, sur le banc, dans les entraînements, à l'extérieur de la patinoire, ils scrutent énormément ça. Ce qui m'amène à vous parler de dépassement. Euh, le dépassement, c'est la nature même de notre sport. C'est ce qui transcende le hockey, c'est ce qui coule dans les veines de chacun des hockeyeurs qu'on veut avoir. Et puis, les habitudes de travail, c'est la même chose. C'est quelque chose qui, pour nous, est incontournable et c'est même central dans nos objectifs de recrutement et de développement. On veut que les jeunes apprennent à se dépasser dans le plaisir. Et c'est là que je trouve ça extrêmement intéressant, ce que Hockey Québec fait en ce moment, puis met de l'avant. On remet à l'avant-scène le plaisir. Puis pour nous, c'est d'autant plus pertinent et important que le plaisir est dans tout. Et l'énergie est dans tout. Il s'agit de le voir, puis on va vous le montrer. Là. Je vais vous donner plusieurs exemples. Mais dès le départ, ce qu'il faut s'assurer avec nos hockeyeurs, je le sais qu'au niveau mineur, là, écoutez, j'ai commencé à coacher, à diriger des équipes, pardon, au début des années 90 à Tombe 2C. J'ai été entraîneur-chef à Tombe 2C 2 ans, avant d'aller dans le Pee-Wee 2B, avant d'aller dans le Midget 2A. Je connais très bien le hockey mineur. Ensuite, j'ai passé par le Midget 3A pour aller dans le senior, revenir au Midget 3A, puis ensuite dans le junior majeur. Pour là, ma bosse, pas pire, mais c'est surtout que c'est plaisant. Qu'on a eu beaucoup de plaisir à côtoyer beaucoup de monde, qui nous ont amené beaucoup de connaissances, qui ont fait de nous autres des meilleurs joueurs, puis des meilleurs entraîneurs. Bien, vous saurez qu'après tout ce temps-là, j'apprends tous les jours encore des joueurs puis des entraîneurs contre qui se dirige, avec qui se dirige. Puis je pense que c'est le nerf de la guerre, en quelque part. Il faut être humble puis voir l'intelligence partout puis essayer de s'en inspirer. Ce qui m'amène à vous dire, je vais vous conter une petite histoire. Quand je coachais Midget 3A 2006-2007, je vais quitter le mode écran là, juste pour vous voir un peu. Je coachais Midget 3A, Blizzard du séminaire Saint-François. Zachary, mon aîné, mon garçon, a 7 ans à ce moment-là, puis il vient me voir, puis il dit, Père, je veux jouer au hockey. J'ai dit, OK, j'ai pas de trouble avec ça, mais il y a 2 conditions. J'ai dit, il n'y a pas de trouble, tu as 2 stocks dans le grenier, il y a zéro problème. J'ai dit, mais il y a 2 conditions. La première, c'est que tu joues au hockey pour toi. C'est important, ça, d'établir cette relation-là avec nos joueurs, puis de développer une relation qui va être très, très, très directe, très, très franche, empreinte de confiance, puis où on va être appelé à les amener à découvrir quelles sont leurs motivations. Parce que les motivations des jeunes, je ne vous apprends rien, hein, ils viennent au hockey pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est parce qu'ils ont le goût. Des fois, c'est par émulation, parce qu'ils ont des gars, il y a des athlètes au Canadien qui les inspirent, etc. Puis c'est bien correct. C'est des motivations extrinsèques. Puis moi, toute ma jeunesse, je me suis pris pour Guy Lafleur. C'était le fun. Mais honnêtement, c'est important qu'ils viennent au hockey pour les bonnes raisons parce que c'est une source inépuisable de plaisir. Quand on va leur demander là, de travailler fort puis de redoubler d'ardeur, ils vont le faire dans le plaisir, puis ils vont le faire dans le dépassement, puis c'est tellement formatif, ça va les servir toute leur vie. Ça. C'est des choses, c'est des legs qui sont incroyables pour nos jeunes. Puis la deuxième raison, ben, c'était de sortir. J'ai dit, il faut que tu le fasses pour toi. Moi, je fais du hockey 6 jours par semaine. Je ne veux pas aller à l'aréna si tu ne le fais pas pour toi. Deuxième chose, il faut que tu sortes le toupette mouillé. Je pense que c'est crucial qu'il y ait une notion d'effort quand on joue au hockey. Puis qu'on aime ça aussi. Parce que le dépassement amène les fondements même du plaisir sont là. Il s'agit puis des hautes performances par la suite à tous les niveaux. Fait que ça, là, que tu sois Atome ou que tu sois. Zachary a commencé le novice C, là, puis il a gravi là-dedans jusqu'au junior 2A. Mais c'était des notions qui étaient là, puis je pense qu'on doit encourager nos jeunes à venir vers notre sport, puis ensuite
à développer cet état d'esprit-là qui peut être bien, bien intéressant. Ceci dit, je commence à être fluide avec mon partage d'écran, c'est pas pire. Donc, les habitudes de travail, le dépassement, c'est central dans notre recrutement. En même temps, on scrute beaucoup ce qui se passe au niveau de l'école parce qu'on a tendance à dire chez nous, si tu performes à l'école, tu vas performer aussi au hockey. Puis, performer, ça ne veut pas dire avoir 90%. Ça veut dire mettre les efforts qu'il faut pour passer tes cours. C'est des conditions sine qua non pour jouer au hockey chez nous. Et je pense ça aussi que c'est très pédagogique, c'est très formateur. On veut que nos jeunes soient commis 100% envers l'école. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des médecins avec chacun d'entre eux, mais ils jouent au hockey. Les bourses sont très généreuses au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça leur permet là, de financer leurs études plus tard. C'est donc un merveilleux alliage. Puis je pense que ça fait des athlètes aussi qui sont commis. Quand je parle d'état Excuse-moi, Serge. d'esprit, oui. Avant de passer à la suite, pour ce qui est de l'engagement envers l'équipe, on a une question de Stéphanie qui nous demande au niveau atome, un joueur de mon équipe ne veut rien savoir du concept d'équipe. Il pense seulement à lui à tous les niveaux du jeu. Des conseils pour gérer ce type de situation. Ah oui. Regarde, dans la prochaine diapositive, on parle directement de ça. Donc, je vais suivre, puis tu vas voir. Si ça ne répond pas complètement à ta question, Stéphanie, je vais revenir, lève la main, puis on va prendre le temps de décortiquer tout ça. C'est une très bonne question. Dans tout ça, là, quand je présente nos valeurs aux joueurs, puis quand on parle avec les parents avant les séances de sélection, tout ça, l'une des premières choses qu'on parle pour nous, c'est de développer, avant même les bons joueurs. On sait qu'ils ont un talent certain, puis qu'il y a une base latente qui est là sans problème. Mais ce qu'on cherche avant tout, nous autres, à Rimouski, puis je peux assurer que mes amis qui sont directeurs généraux puis entraîneurs partout dans la Ligue, ils cherchent le même type de joueurs. On veut des bonnes personnes. On veut des bonnes personnes qui viennent au hockey par motivation, par passion, mais aussi des bonnes personnes puis des bons coéquipiers. Je comprends qu'on ne sélectionne pas nos joueurs, là, puis que souvent, moi, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore ça, c'était des directeurs techniques là, en collaboration avec nous qui montaient les équipes, peu importe les niveaux. Je ne sais pas si c'est encore le cas, là. Mais toujours est-il que des fois, on n'a pas le choix des cadeaux, puis on a des jeunes qui viennent à notre équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de patience à avoir, mais le hockey est un merveilleux sport d'équipe. Et puis, on va encourager les comportements d'équipe. Mais regardez ce qu'on encourage chez nous. Le respect, l'entraide, l'autonomie. Pour nous, c'est des aspects non négligeables. C'est incontournable. Puis, je vais aller plus loin. L'un des premiers, le PowerPoint qui est là, il sera disponible. Là. Tout le monde pourra l'utiliser à votre guise, là, puis prendre les informations que vous voulez là-dedans, de même que les vidéos qu'on aurait inclus là-dedans. Là. Il n'y a aucun problème. À la fin, j'ai mis à titre référentiel ce qu'on fait avec les jeunes quand ils arrivent ici. Quand je suis rentré dans la Ligue, certains 20 ans dans certaines équipes avaient vous allez comprendre très rapidement le lien, avaient des statuts dans la Ligue. Ils ne déchargeaient pas les autobus, ils ne chargeaient pas les autobus, il y avait les bancs en arrière, ils mangeaient les premiers, les recrues n'avaient pas le droit. Il y avait toutes sortes de privilèges comme ça, acquis. Et puis, quand on est arrivé, nous autres, à Rimouski, la première chose qu'on a fait, c'est de changer ça. Pourquoi changer ça? Parce qu'on veut des grands frères. On veut des vétérans. Donald Dufresne, j'ai la chance de diriger avec un gars extraordinaire, là, avec Alexis Loiseau, avec Michael Rioux, qui est l'entraîneur des gardiens, Zachary, mon fils, qui s'est joint un peu plus tard au niveau du développement des habiletés. Et Donald Dufresne, qui a joué professionnel, qui a roulé sa bosse, qui a dirigé comme adjoint dans la Ligue américaine pendant près d'une dizaine d'années, qui a gagné la Coupe Stanley avec Canadien. Je le taquine tout le temps en disant que depuis 1993, ils l'ont pu gagner après. Il s'est passé quelque chose là. Et puis, je te dirais qu'il nous a conté une anecdote à un moment donné disant « Je suis arrivé là comme junior. Et puis Larry Robinson est venu me voir et dit « On va aux toilettes à la même place que toi, le jeune. Fait qu'embarque sur le jeu, puis viens, on va prendre soin de toi. » Puis ça, là, j'ai trouvé ça tellement inspirant. Je me suis dit, je veux que nos 20 ans fassent la même chose avec nos jeunes. Les jeunes ne sont pas là pour les servir.
Je veux que ce soit des grands frères pour eux. Puis en lisant sur la psychologie sportive puis sur l'encadrement des joueurs, je me suis rendu compte que les Marines aux États-Unis, le corps d'élite le plus sensationnel peut-être que sur la planète au niveau du développement des athlètes et des guerriers mondiaux. Écoute, eux autres avaient un code qui était très important. Vous assistez à une cérémonie avec les Marines où il y a un lunch, les leaders du groupe vont toujours manger les derniers. On appelle ça Leaders Eat Last. C'est un ouvrage de Simon Sinek. Les références sont à la fin. Et ce que ça dit que c'est un privilège d'être un leader dans une équipe. Et puis, ce privilège se fait au prix de très petits sacrifices, puis de manger les derniers pour eux autres. Ce n'est pas quelque chose qui est dicté. C'est un code qu'ils ont entre eux. Ils veulent que les jeunes soient les premiers à manger. Et puis, moi, je trouve que c'est des valeurs incroyables à transmettre à nos jeunes. Quand on parle de développement social, d'individus dans l'équipe, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Puis des fois, on part de très loin. Des fois, il y a des écarts importants au niveau de la provenance des joueurs aussi, des milieux familiaux. Puis je comprends ça. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je pense qu'il faut être très pédagogue là-dedans. Puis il faut que tout le monde travaille ensemble. Nous autres, on veut développer des bonnes personnes qui vont s'impliquer dans la communauté, qui vont être impliquées dans les écoles, avec les malades, avec les handicapés. Les gens, on a à l'urgence ici, et puis avec la Fondation, on va visiter les jeunes qui sont atteints, qui sont en cancer, qui combattent des maladies graves. Et puis les jeunes sont là, ils vont voir, ils vont baigner là-dedans, ils sont émus de constater tout ça. On participe à des collectes de nourriture là, pour aider les gens. Ils vont visiter des personnes âgées, ils sont très, très impliqués dans la communauté. C'est des valeurs intrinsèques liées à l'Océanique de Rimouski. Puis on veut en même temps des bons coéquipiers. On veut que chacun des coéquipiers prenne soin de l'autre. Et ça se fait autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Je vous donne un autre exemple. Chez nous, là, tout le monde vide et va vider et va remplir l'autobus. Puis Dieu sait qu'on a beaucoup, beaucoup d'équipements. Mais c'est pas. Les 20 ans, ils collaborent là-dedans. Les 19 ans aussi. Quand notre chauffeur d'autobus nous disait l'autre fois, il transporte aussi des étudiants scolaires puis d'autres groupes de hockey. Et puis à la fin, il y a un ménage incroyable à faire. Nous autres, zéro ménage. Là. Tout le monde se ramasse. L'autobus est impeccable. On va au restaurant. Quand on sort, souvent les serveuses puis les gens, c'est le personnel qui est là, ils viennent nous voir et disent mon Dieu, les jeunes sont courtois. Nous autres, on rentre à un endroit. Puis le message, c'est quand on ressort, c'est comme si on n'était pas passé. On veut on veut être des modèles à l'extérieur avec l'équipe, partout où on va. Puis c'est vraiment les lettres qu'on laisse, puis les empreintes qu'on veut laisser. Quand vous me dites, le jeune, il veut jouer, mais il ne veut pas jouer dans un concept d'équipe ou le reste, ben, je suis désolé, on va jouer au golf, on fait de la natation. Moi, je pense qu'on peut les amener à progresser au niveau de la mentalité. Et je pense que c'est très important, non seulement d'avoir des gens motivés, des jeunes passionnés, mais il faut aussi qu'ils adhèrent à des valeurs collectives. Notre sport national est un sport merveilleux, puis un sport collectif. Il faut donc que chaque individu dans le groupe puisse se fier aux autres. Quand je dis être des bons coéquipiers, là, sur et hors glace, là, c'est avoir une écoute. Là. On a des formations sur comment ils doivent se comporter en société avec leur blonde. On a vu les choses, tout ce qui s'est passé, comment respecter tout le monde dans la société, mais aussi sur la patinoire. Puis surtout au niveau de chaque coéquipier, d'être capable d'être à l'affût si un de nos chums dans la chambre, un de nos coéquipiers ne file pas, d'être là pour l'aider, le référer s'il y a besoin. Mais ça transcende ça, ça va aussi sur la glace. Sur la glace, c'est, comment je vous dirais, il y a aussi des actions très aidantes dans notre sport, que ce soit sur une mise en jeu de faire son bloc pour que le défenseur ait le temps de récupérer la rondelle, faire son jeu, de bouger ses pieds pour couper la ligne d'échec avant du joueur pour permettre encore à un de nos joueurs de faire son jeu, de faire une transposition ou un transfert
de position pour attirer un opposant, pour ouvrir la ligne au porteur du disque. Il y a être vocal sur la glace, c'est quand nos gars vont au camp professionnel, la première chose qui revient, ils se disent coach, tout le monde se parle sur la glace, tout le monde se donne l'information. Et c'est quelque chose qui n'est pas très présent au niveau du mineur, au niveau du budget 3 et même au niveau du junior majeur. Tu regardes le Canadien ou toute autre équipe au professionnel, tu les entends se parler sur la glace. On le voyait énormément, puis on le sentait énormément pendant la pandémie quand il n'y avait pas de spectateurs, comment les joueurs étaient vocaux. Ça, c'est du support aussi pendant les matchs. Un bon repli défensif, bloquer un tir, être là pour le gardien ou, il y a un feedback un peu plus direct à un joueur, le coéquipier à côté qui lui donne une tape, let's go, on y retourne, puis on gagne notre prochaine présence. C'est des atouts tellement, tellement efficaces. Puis, je ne sais pas si c'est mon fils qui joue comme ça, puis qui fait ça, là, puis qui a ces valeurs-là. C'est incroyable. Puis, je vous parlais des vétérans tout à l'heure. Imaginez, là, nos 16, nos 17 ans ont été accueillis par des Nathan Ouellet, des Soucis, des Damour qui ont été ici, qui ont pris ces charges de ces valeurs-là. Et à cette heure-là, maintenant, les jeunes, ils gravissent là-dedans les échelons. Puis parce que sur 24 joueurs, je pense qu'on en a 22 qui ont été élevés ici, 21 ou 22. Et puis, eux autres, ils transmettent ces valeurs-là. C'est un leg incroyable pour la suite des choses. Puis je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire à tous les niveaux. Puis autant au niveau des parents qu'au niveau de... Je ne vous dis pas que c'est simple, mais il faut que cette empreinte-là collective, ces valeurs collectives-là, transcendent le hockey. C'est quelque chose qui est très important. C'est comme ça qu'on fonctionne à Rimouski. On a une belle gang de gars. C'est vraiment, là, écoute, je me sens choyé de travailler avec Donald Frank et tout notre personnel, mais je me sens choyé aussi d'avoir des joueurs comme ça qui adhèrent à des valeurs comme ça qui sont fantastiques. La prochaine diapositive nous parle du processus. Les entraîneurs, là, je veux juste communier quelque chose avec vous autres. Là. J'ai eu des gars là, ici, là, dernièrement encore, qui ont été des prospects première ronde Ligue nationale. Puis quand on arrivait et qu'on travaillait au niveau, on va le voir un petit peu plus tard au niveau des techniques et des aspects tactiques, quand on travaillait au niveau technique sur un nouveau mouvement, le jeune ne voulait pas le faire parce qu'il ne paraissait pas bien. C'est là qu'on a commencé à enseigner ce que vous avez ici à l'écran. Puis ça, on peut le prendre à peu près n'importe où là, sur Google, là, les étapes du processus d'apprentissage. Tout le monde parle du processus. En anglais, on dit « trust the process ». Puis tout le monde adhère à ça, c'est fantastique. Sauf que le processus, c'est souvent quand tu fais face à des obstacles, quand ça va moins bien, quand tu as une disette, quand les choses ne tournent pas rond. C'est là que tu commences à avoir de la gravelle puis que c'est difficile. Les 4 étapes qui sont là sont des étapes liées à tout apprentissage. Au départ, tu ne le sais pas que tu n'es pas compétent. C'est normal que ça soit difficile. Prenez la bicyclette avant de trouver ton équilibre puis de partir pour avoir ton élan, c'est pédale, prends un petit bout. Là. Puis c'est correct de même. Puis avec le patin, c'est la même chose. Au départ, on doit trouver notre équilibre avant de commencer à faire des foulées, faire des freinages, faire des virages, etc., etc. Bien, dans toutes les phases de développement technique et tactique, il y a cette phase-là où souvent on ne sait pas qu'on ne le sait pas, on ne connaît même pas le mouvement. Puis là, ben, après ça, tu es confronté à ton incompétence. Le deuxième aspect, c'est que tu prends conscience que tu ne le sais pas. Puis pour le développer, ben là, ben, il faut que tu commences à faire des répétitions, puis que tu travailles très fort, que tu te retrousses les manches. C'est extrêmement simple. C'est la troisième étape. À un moment donné, ces répétitions-là, ils viennent à un point où tu acquiers une compétence, une expertise, puis après, tu le fais. N'importe qui a fait du vélo et embarque sur un vélo, puis il ne se pose pas de questions, pousse ses pédales, puis il s'en va. C'est la même chose au hockey, on embarque sur nos patins, puis on ne se pose pas trop de questions, notre équilibre est là, puis tout ça. Bien, c'est ces 4 phases-là. Mais il faut être patient, il faut faire confiance au processus, puis il faut l'enseigner, ce processus-là. C'est juste normal qu'on ait des difficultés au départ. Puis c'est la même chose en musique, c'est la même chose dans tous les sports, je crois, puis en enseignement, dans à peu près n'importe quoi.
Quand tu vas apprendre un métier, ça va être la même chose. À l'école, c'est la même chose. Je n'apprends rien à personne, mais en même temps, c'est quelque chose qui est. C'est important de démystifier ça, d'être un guide puis de leur dire hey, je connais la trail, on l'a déjà tapé, mais il faut que tu fasses tes apprentissages là-dedans. Et c'est du pas à pas, il n'y a pas de trouble là. Chez nous, quand on parle de. En anglais, on dit control the controllables ou encore handle what you can control. Ce qu'on a 100% d'emprise pour un joueur de hockey au niveau mental, au niveau des performances, au niveau de l'individu. Et ça, là, c'est placardé dans chacun des cases, dans chacune des cases des joueurs dans notre vestiaire. C'est la concentration, ton focus, à quoi tu penses, sur quoi tu dois insister, sur quoi toute ton attention doit être portée. Ça, c'est très, très important pour nous autres d'avoir la tête au hockey, de la tête dans ce qu'on demande, dans nos essentials, dont je vais parler un petit peu plus tard. Le compete level, le niveau de compétition, le désir de compétitionner, parce que l'essence même de notre sport, c'est de mettre une rondelle sur la glace et d'aller marquer des buts à un adversaire qui veut faire la même chose. Fantastique. Mais ce niveau de compétition-là, il est à développer aussi. Il faut qu'il se fasse dans le dépassement. Toutes les notions d'entraînement entraînent des surcharges, puis je pense que c'est quelque chose qui est très, très sain pour nous amener à aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Puis, ce n'est pas inhérent au hockey, tu le vois au basket, au soccer, tu le vois au football, tu le vois partout. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui est très simple. Puis en anglais, be kind pour nous, c'est être des bonnes personnes, être des bons coéquipiers, savoir que l'autre à côté de toi va toujours être là pour t'épauler dans les problèmes que tu vas avoir personnels, autant que sur la patinoire, comme on en a parlé tout à l'heure. La compétitivité, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est la deuxième étape dans notre pyramide. On veut des compétiteurs, on veut des joueurs qui carburent à la compétition. Au début de l'année, la première journée ici au camp d'entraînement, c'est où ce qu'on fait? Zéro hockey. Les gars complètent leur test physique, leur inscription. Ils vont avoir un meeting avec les parents, avec les pensions, avec le staff, tout ça. Puis la première chose qu'on fait, on s'en va sur le turf en haut. Il y a un super beau terrain de football synthétique. On les fait jouer à une patate chaude. Ça n'a rien à voir avec le hockey. C'est du marquage-démarquage avec du support. Tu ne peux pas bouger quand tu as le ballon. Et puis, on voit aussi la qualité athlétique des gars. Les gars sortent mouillés, complètement transpercés de sueur. Ils se sont donnés au maximum. Tout ce qu'on veut voir, c'est des joueurs qui vont appliquer le principe de marquage-démarquage dans un autre contexte que le hockey, voir leur intelligence, leur sens athlétique et surtout leur niveau de compétition. C'est le premier jour, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont déjà en évaluation. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un jeu très, très simple, mais qui nous amène à de très belles valeurs. Le plaisir doit être partout. Pour moi, là, la créativité est dans comment on amène les matchs au niveau motivationnel, dans les entraînements, dans les séries. Je pourrais faire un webinaire de 3 heures sur les éléments de motivation qu'on utilise en série avec les thèmes. En 2015, quand on a eu la chance de gagner la Coupe, ici, il y avait un canot de 12 pieds qui était juqué dans le plafond du vestiaire. Il y avait une veste de coureur des bois, puis c'était le thème qui était autour de ça. Les gars embarqués comme des enfants de 8 ans. Puis je vous dirais que ça nous a donné des doses d'énergie extraordinaires. Je pourrais vous en parler amplement peut-être une autre fois. Dans les tournois, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup d'adrénaline quand on va là, au niveau du hockey mineur. Mais en même temps, il faut impliquer tout le monde. Puis il faut s'assurer. Puis c'est valable autant à notre niveau qu'au niveau, mineur. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que tout le monde est impliqué et que le rôle est important. En 2001, on a eu la chance de gagner le Midget 3, le championnat canadien avec les gouverneurs à ce moment-là. Et puis, je m'en rappellerai toujours, on perdait 2-0 contre Calgary en finale. C'était retransmis coast to coast, d'un océan à l'autre. La pression était énorme, les gars. Puis on avait un trio extraordinaire avec Bernier, Roussin, puis Pouliot. Puis ils n'ont rien fait dans les 2 premiers buts. On perdait 0-2. C'est 2 gars de 3e et 4e trio. Jean-Vincent Lachance, je m'en rappelle, ça fait 20 ans. Jean-Vincent Lachance, puis Jeff Cotton, un gars de 4e trio, un gars d'énergie, qui nous ont remis ça à map.
pour qu'on aille en prolongation. Puis là, le gros trio a fait le boulot. Mais c'est vraiment nos gars de soutien qui nous ont permis de se rendre jusque-là. C'est souvent le cas d'un tournoi, c'est arrivé souvent. Pour nous, donc, la compétition, c'est à l'interne, ça doit être sain, mais ça ne doit jamais à l'interne supplanter l'entraide, parce que c'est le moteur et le nerf de la guerre pour notre équipe de hockey. Développement des habiletés. Ça va vite, hein? Le temps file. Je vais aller. C'est très important pour nous, à Rimouski, le développement technico-tactique. C'est, je dirais même crucial. Et dès qu'on a la possibilité d'avoir 2 ou 3 entraînements dans la semaine, il est très certain qu'il y a une de ces journées-là où on débute et on fait une grosse partie de technique avec que ce soit que ce soit au niveau du patin avant, des longues foulées, des virages, du contrôle de rondelles, des virages. Je ne me rappelle pas tous les termes français, du weight shift au niveau du man-man rondelle, etc. Des lancers, autant sur réception qu'en mouvement, des passes. C'est des techniques, mais qu'on travaille énormément. Mais je vous dirais, là, au niveau de la confidence, que les tactiques individuelles, pour nous autres, c'est drôlement essentiel à notre niveau parce que on peut faire ça en groupe restreint. Regardez, hier, lundi, on a eu beaucoup de développement. On a fait ce qu'on appelle du technical, puis un petit peu de collectif, mais pas beaucoup. Hier, on avait 3 groupes. Il y avait un groupe qui était en préparation mentale dans le lounge de l'autre côté, où on travaillait beaucoup sur des aspects mentaux là, qu'on voulait aborder pour la suite des choses. Il y avait un groupe en gymnase, puis il y avait un petit groupe restreint de 7-8 joueurs qui étaient sur la glace 45 minutes. Fait que le ratio là, était vraiment très élevé. Le niveau d'engagement moteur aussi. Puis les gars adorent ça parce que ça change des pratiques habituelles où on travaille en collectif, on va surfaceuse, puis ensuite on va faire des unités spéciales. Puis on fait une rotation là-dedans, puis l'avant-midi est passé, l'après-midi, ils sont à l'école tout le temps. Au niveau technico-tactique, c'est très important. Et je n'ose croire, j'aime beaucoup ce qui se passe en Europe, là, où jusqu'à 12-13 ans, les positions sont, surtout en Suède, les positions ne sont pas déterminées. On fait de plus en plus ça dans nos entraînements, même à notre niveau en ce moment. Cette semaine, hier, on a pratiqué pas hier, avant hier, on a pratiqué des 1 contre 1 pleine glace. Et c'est les attaquants qui recevaient très souvent le 1 contre 1, puis les défenseurs qui attaquaient, juste pour que tout le monde soit capable, parce que en situation de match, il va arriver que tu vas faire un repli, tu vas aller prendre la place de ton défenseur parce qu'on essaie de travailler sur les nouvelles façons de faire où les défenseurs se portent beaucoup en attaque. Donc, il y a des permutations. Il faut que tu sois capable de faire ce que le défenseur va faire, puis de connaître c'est quoi le job qu'il y a à faire. Puis ça, là, c'est un travail ensemble qui est très intéressant. Le développement de la force mentale, je pense qu'on devrait en faire beaucoup plus. Guy Boucher disait qu'il y a la patte, c'est vraiment une belle métaphore qui prenait la patte physique, la patte technique, la patte tactique, puis la patte mentale. C'est un aspect qui est très... Comment, on en fait beaucoup, nous autres ici, mais pas assez. C'est-à-dire comment gérer le stress, comment le canaliser puis le transformer en challenge. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer, puis on peut l'étudier. C'est bien d'avoir la part des psychologues sportifs. Je ne suis pas sûr qu'on a ça au niveau mineur. Puis je te dirais que les livres sont là, ils sont disponibles, puis ça a progressé beaucoup, ce domaine-là. Alors, je vous incite fortement à vous outiller là-dessus, puis on peut vous donner des références. Il y en a énormément, et au Québec et au niveau international, autant en français qu'en anglais. Puis ça nous permet là, de voir comment le focus sur le présent est important, la totale immersion dans le présent, comment gérer le stress, comment stopper les pensées négatives, tourner le stress en challenge, comme je le disais tout à l'heure, s'assurer d'avoir des bons objectifs qui sont contrôlables. Au niveau du junior majeur, ça va être souvent pour les 17 ans, l'année de draft, les points. Puis souvent, les gens autour de nous, ils aiment leurs enfants. Ils vont leur dire, là, il faut que tu fasses des points. Faut que tu fasses des... Non, il faut que tu joues la game de la bonne façon. Les points vont être là. C'est une des choses dont les dépisteurs professionnels me parlent le moins. Ils veulent savoir s'ils travaillent fort en gym, s'ils sont bons à l'école, s'ils sont des bons coéquipiers.
Puis ils scrutent sur la glace, ils les isolent, ils veulent, après une erreur, comment il réagit, comment il va revenir, après un bon jeu, comment il est avec ses coéquipiers qui font des erreurs. Ça, là, ils scrutent ça très, très attentivement. Puis je trouve que ça va dans le sens où on veut aller, nous autres aussi, au niveau du développement de l'athlète puis de l'humain. Fantastique. Mais la force mentale, c'est le développement du focus, comment s'attarder aux bonnes choses. Il y a énormément de choses à dire et à faire là-dessus. La communication, j'en ai parlé. Autant la communication directe, ce qu'on cherche chez nous, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La première chose que je dis à nos gars quand on veut les recruter, on veut développer tes capacités pour les amener à un autre niveau. Mais ce n'est pas unidimensionnel. Nous autres, on veut un partage, on veut un échange. On veut un partnership. Nous autres, on t'aide à te développer en tant qu'individu et en tant que joueur de hockey. Puis toi, de ton côté, ben, ton apport, il va être au niveau de l'équipe. Il va faire de nous autres une meilleure équipe. Parce que les mathématiques sont simples. Hein? Plus tu réussis à gagner un joueur, puis ensuite un autre joueur à la cause collective, puis au dépassement, puis à l'entraide, ben, plus tu deviens une force incomparable. Puis pour moi, je pense que ça aussi, c'est des valeurs qui sont très saines, puis qui transcendent le hockey. Ça va au-delà de ça. C'est les leaders de demain dans notre société. S'ils pensent comme ça, on est en business, je pense. Donc, c'est les priorités qu'on va mettre de l'avant. Je sais que le temps file très rapidement. J'ai 3 ou 4 clips à vous montrer aussi sur ce qu'on enseigne. Mais les priorités pour nous viennent vraiment à la base là, de l'individu, de la bonne personne, du joueur qu'on recherche avant tout. Et puis, une des choses qu'on enseigne le plus maintenant, puis je pense, je souligne là, à caractère gros, de plus en plus, nos jeunes ont des skill coach, des development coach, tout ça, puis à gros frais l'été. Et puis, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. J'aimerais ça qu'ils fassent autre chose. Quand on fait notre game de baseball, les gars sont pas capables de frapper une balle, un havre de ça. J'aimerais qu'ils développent d'autres compétences. Mon fils, Zachary, lui, il pense que non, il faut spécialiser. Donc, il y a plein de courants là-dedans, puis c'est correct. Mais une des choses que je trouve qui manque le plus, c'est pas le développement des techniques et des tactiques individuelles, c'est vraiment la prise d'information, qui est au niveau des tactiques aussi individuelles. Pour moi, la prise d'info, ce qu'on appelle la scan en anglais, c'est autant offensivement que défensivement. C'est de reconnaître, nous autres, on parle de time and spatial awareness. C'est reconnaître sur la glace où on est. C'est un sport qui est tellement rapide. Les prises d'information, comment se situer sur la glace. Donald Swann ne cesse de parler à nos défenseurs et à nos attaquants de respecter les points de mise en jeu, de jouer à l'intérieur de ça quand on se replie. Et c'est tellement formateur pour la suite des choses parce qu'on est toujours bien positionné par rapport à l'adversaire. Ça fait que ton équipe... Nous autres, on n'insiste pas tant que ça sur les aspects défensifs. La défensive, pour nous, c'est le moment le plus court pour qu'on récupère la rondelle pour aller jouer l'autre bord. Mais quand on est appliqué là-dessus, puis quand tu vends ça aux joueurs, bien là, après ça, tu joues, puis on passe beaucoup de temps en zone adverse ensuite. C'est ce qu'on essaie de développer. Un point central de nos choses, c'est les essentiels. C'est ce qu'on appelle chez nous les prises de décision, decision making. On s'est inspiré beaucoup d'André Tourigny, qui est un coach junior majeur, qui a fait sa marque à Hockey Canada, qui est maintenant dans la Ligue nationale. C'est un type extraordinaire, un cœur encore plus gros. Et puis, il donnait une formation sur Hockey Canada dont on s'est beaucoup inspiré. Et quand Zachary est arrivé comme développeur des habiletés ici, il nous a confrontés avec ces nouvelles façons de faire-là. On a refait nos devoirs, on a reclassé nos enseignements. Puis ça a donné ça ici. C'est-à-dire, les essentiels pour nous, c'est les batailles 1 contre 1 qui sont le nerf de la guerre au niveau du niveau de compétition. Il faut se faire un honneur de gagner nos bagarres et de remporter ces batailles-là parce qu'en quelque part, le hockey, c'est ça, c'est la possession de la rondelle. On a un essentiel qui est sur comment réagir aux mises en jeu, comment être prêt tout le temps. On appelle ça face-off ready. On a aussi l'apport avec la rondelle et l'apport sans la rondelle. Sans la rondelle, ça va être le puck acquisition structure, c'est-à-dire on n'a pas le puck, comment on travaille très, très efficacement ensemble pour recouvrir le disque. Puis il y a l'autre qui est le good puck management, c'est-à-dire comment on va être créatif avec la rondelle.
Le lock, je vais passer là-dessus, mais très rapidement, c'est vous dire, c'est l'enclave pour nous autres, le lock. C'est un cadenas, c'est fermé, puis on a la clé. Il s'agit maintenant de trouver le lock, de trouver la serrure, puis de trouver la façon d'aller marquer des buts. Puis des fois, c'est difficile. Tu te butes à des bons gardiens. Quand c'est arrivé, nous autres, la semaine passée, on a dominé l'autre équipe, mais le gardien était intraitable. Bien, il faut continuer. Puis je ne parle jamais aux joueurs en fonction de marquer des buts. On parle tout le temps aux gars, nous autres, en fonction de créer des actions offensives, d'aller dans l'enclave, d'aller devant le filet, d'aller au rebond, de diriger des tirs. On s'attend aussi beaucoup au changement de trio. Puis on sert beaucoup de ce qui se passe en haut pour ça, parce que souvent, il y a des buts qui sont marqués alors que les changements sont médiocres dans la Ligue nationale. Nous autres, on veut amener, puis ça vient de Darryl Belfry, c'est Zachary qui l'a étudié, puis à un moment donné, on a regardé ça, puis on s'est dit, quelle situation tu vas amener à ton coéquipier? Une situation où il fait un repli défensif tout le temps, puis il se retrouve dans sa zone. Une situation où il va embarquer sur la glace, puis il va être en zone offensive. Pour nous, là, puis là, on a décortiqué ça là, de A à Z. Ça a amené de très beaux résultats, puis ça donne encore moins de chances de marquer parce que tu ouvres moins le côté faible quand tu changes, on prend ça en charge, etc. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Puis on a aussi développé ce qu'on appelle la concentration sur les choses qui ne nécessitent aucun effort. Tout de suite, je vais au 50-50 battle. Là, ça va être un défi de partir de mes vidéos parce que ce n'est pas mon ordinateur. Là. Mais pour nous, là, quand on décortique chacun des essentiels, c'est aussi précis que ça. Là. Il faut avoir de la fierté à le faire, à gagner ses batailles un contre un. On a des statistiques avancées qui en parlent énormément, qui nous décortiquent tout ça. Mais nous autres, ce qu'on veut avant tout, c'est que nos joueurs ils soient très difficiles à battre à un contre un. Et en possession de rondelle et en acquisition de la rondelle. On travaille beaucoup pour que ce soit un très haut niveau de compétition là-dessus. Puis c'est un très beau baromètre aussi pour déterminer ça. Le principe de position avant la possession, de bien se positionner avant la possession. J'ai un ou deux clips là, qui vont vous montrer ça. C'est un principe central pour nous. Puis un des clips, là, c'est Alexandre Blais. Il fait 5,10, 145 livres. Vous le regarderez se positionner avant la possession. Puis on sert aussi de modeling, c'est-à-dire qu'on prend, à ce temps avec Twitter, avec Internet, on est capable d'avoir les clips, pas besoin d'avoir les moteurs qu'on a, puis les instruments comme Instat, Sportlogic et Exos. Même avec Twitter, tu peux avoir les matchs de la veille, puis d'avoir des clips très, très intéressants que tu peux montrer le lendemain à tes jeunes. C'est très, très facile à faire. Puis c'est le fun de ne pas montrer rien que nos joueurs qui font une erreur. C'est le fun de montrer que, on montrait des clips de New Jersey, puis Nico Hischier, il perd une bagarre facilement. Je dis, regardons ça. Puis Connor McDavid est allé en approche porteur, mais il a tourné, il n'y a pas eu un bâton sur la rondelle, il n'y a pas eu un bon stick check, comme on appelle un stick on puck. Et puis on a dit, les joueurs talentueux, souvent, ils vont anticiper un autre jeu, mais ils sont forts sur d'autres choses. Puis c'est ça qu'on essaie de montrer aux joueurs. Le support, être second quick, être toujours là dans les batailles en contre un, dans toutes les zones. Gagner les batailles en zone libre là, quand il y a une course pour la rondelle, up ice race, comme on appelle. Et finalement, initier le contact. Là, Jeff, mon chum de Hockey Québec, pourrait peut-être m'aider. Je ne sais pas c'est quoi un bump, là, mais c'est même pas une mise en échec. C'est vraiment là, c'est un bump. Je ne sais pas comment on dit ça. Une approche au porteur. Non, ce n'est même pas l'approche au porteur. Nous autres, on appelle ça un angling, une approche au porteur. Mais le bump, c'est vraiment de finaliser l'approche au porteur au moment où, sur une mise en jeu, là, on va faire un bump sur le gars pour donner 2 ou 3 secondes à des fois, c'est 1 seconde à notre défenseur pour qu'il puisse faire le jeu. Le cut-in, ça, pour nous, c'est l'approche au porteur, la mise en échec au bâton, alors qu'on va faire un beau angling, une bonne approche pour coincer le gars vers la bande et puis lui suturer la rondelle. Et évidemment, il a levé le bâton, le fameux stick lift. Mais pour nous autres, c'est des choses qu'on travaille énormément en atelier, ça, dans la tactique individuelle, et puis qui amènent les joueurs vraiment à un autre niveau de ce côté-là. Je vous montre quelques clips, je vais essayer de faire ça comme il faut. Ici, vous voyez le petit Blais, là. Il fait 145 livres. Dans un match récent, je vais laisser aller je vais essayer de... Je vais laisser aller le clip. Vous allez voir comment il va faire un beau bump, position before possession, puis ensuite un très beau angling, une très belle approche au porteur avant de récupérer la rondelle puis d'utiliser l'espace libre pour son coéquipier. Regardons ça.
Il est en mise en jeu. Regardez comment il a pris son positionnement sur le joueur de Shawinigan. Il vient faire un approche au joueur, passe en avant, ferme les mains, redirige le puck vers l'espace libre à Brunette, qui a fait un tourniquet là, tout de suite après. C'est une très belle séquence d'un jeune qui n'a pas la capacité. Tu sais, c'est pas un gars. On a un gars, le Gaudio, chez nous, fait 6 pieds 5, 225 livres. Pas lui, mais il vient d'être d'une efficacité redoutable. Pourquoi? Parce qu'à la mise en jeu, il a pris position avant la possession de la rondelle, puis pas en faisant une interférence, en bougeant ses pieds, puis en faisant un cran. Ensuite, il est revenu pour faire une belle approche au porteur. Je trouve ça vraiment fondamental. On en a un. Là, je vais aller à l'autre. Suivant. Ça, c'est Détroit. Détroit, c'est le numéro 71 avec Larkin. Regardez bien comment il va faire son. Regardez. Il passe devant le joueur, le bump, puis on récupère la rondelle comme ça. Un jeu superbe, puis qu'on voit assez souvent quand on porte attention. C'est ça qu'on appelle la position avant la possession du disque. Et ça amène. Sidney Crosby est incroyable là-dedans. Patrice Bergeron est incroyable aussi. Puis on montre beaucoup de ces clips-là à nos jeunes. En voici un autre. Ici, vous allez voir c'était la finale de la conférence de l'Ouest. Regardez, le match est à 2-2. Et puis là, on a JT Comfort qui va aller faire un très bel approche porteur. Regardez bien ça. Approche porteur, prend position, un tir, vient de donner l'avance à son équipe. C'est des clips qui sont simples. Ici, regardez, on va arriver, puis on montre aussi l'inverse. Et quand on tisse des belles relations avec les joueurs, des relations de confiance, demandez-leur, je suis demandant avec eux autres. Je ne les flatte pas tout le temps dans le sens du poil, puis je suis très, très, très demandant, mais je suis juste avec eux aussi. Mais je leur dis, je vous aime, si je te laisse faire ce que tu veux, là, je t'apprécie. Je t'apprécie comme joueur, je veux t'amener à un autre niveau, mais je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. À partir du moment où tu t'engages par rapport à nos essentiels, à notre façon de jouer, à nos valeurs, ben, on embarque là-dedans, il faut être prêt à livrer la marchandise ensuite. Et c'est pas une sorte de. C'est zéro pression, c'est des choses qu'ils sont capables de contrôler et qui peuvent amener leur match à un autre niveau. Alors, regardez celui-ci, vous allez voir un jeu qui n'a pas été très bon. Où on fait une entrée de zone en avantage numérique avec Fred Brunette, qui est un des meilleurs de la Ligue pour faire ça. Dans les statistiques avancées, c'est un des meilleurs. Et puis, malheureusement, on ne connecte pas. On va couper la route à notre porteur au lieu d'y ouvrir l'espace libre. Ensuite, on parle de la possession de la rondelle sur un revirement. On oublie de faire une approche porteur. On ne bombe pas notre gars et ça donne un 2 contre 1. Ça arrive aussi. Il faut le montrer, il faut être patient, puis il faut le faire de façon constructive. Donc, Brunette prend la rondelle derrière le filet. Vous le voyez ici. C'est un double drop back, ça, avec 2 joueurs à l'arrière à la remorque. Il rentre à l'intérieur. Malheureusement, notre joueur aurait dû aller vers l'espace libre. Il est un peu dans les jambes. Il y a confusion. Ici, notre joueur ne bombe pas le joueur et ça donne un 2 contre 1. Je peux vous dire que dans ce très beau jeu d'Hammer-là, ici, qui est gros, qui est square devant le puck et qui fait un très bel arrêt et qui sauve la situation. Mais honnêtement, ce n'était pas une belle séquence. Parce qu'on a mis de côté nos essentiels. Quand je vous parlais tout à l'heure il faut que je conclue bientôt là, pour répondre aux questions, mais quand je parlais des essentiels, on a une feuille que les joueurs ont qui s'appelle No Effort Sheet. Ça, c'est toutes des choses de focus qui prennent 0 effort. Le positionnement. La plupart du temps, sauf en repli défensif, si tu te positionnes bien, c'est quelque chose qui va te sauver bien de l'énergie. Bench awareness, pour nous, c'est quand on embarque sur la glace, il faut savoir, nos défenseurs ont-ils été pris dans la zone? On récupère la rondelle, on est rendu à la ligne rouge. Si on sait ça, on va faire un placement de rondelle pour permettre à nos gars de changer. Si on ne le sait pas, puis qu'on fait un revirement, les gars peuvent passer 2 minutes. C'est arrivé en série l'année passée contre Saint-Jean. Notre meilleur duo en partant le match a fait 2 minutes et demie dans notre zone parce que nos attaquants n'étaient pas aussi branchés, là, puis aussi à l'affût de ce qu'ils auraient dû savoir. Le sens, être très communicatif sur la patinoire, là, dans les entraînements, vous pouvez mettre ça partout, il faut insister là-dessus. C'est tellement facilitant. Faire les placements de rondelles.
Nous autres, à 2 contre 2, on appelle ça du Cohen en l'honneur de Leonard Cohen. Il y a une chanson qui dit que quand il y a there's a crack in everything. Il y a tout le temps une possibilité, même quand c'est fermé. Puis c'est un poète de Montréal, puis écoute, une renommée internationale. Puis nous autres, on s'est servi de ça pour illustrer le 2 contre 2. Tu n'as pas d'espace, l'espace est fermé, mets la rondelle derrière, on va aller travailler en zone restreinte avec un bon support, puis un deuxième qui va être rapidement dans l'action. C'est des façons comme ça, très motivantes, mais très créatives de rappeler aux gars quoi faire. On a parlé des mises en jeu aussi. La longueur des présences. Oh là là. C'est un débat de tous les instants. On sait là, que l'année passée, on a sorti des statistiques, ou l'année précédente, sur la Ligue nationale. Et à notre grande surprise, le gars qui faisait les présences les plus courtes était Kucherov, à 36 secondes. Crosby est un petit peu plus long, puis à 39-40. Mais nous autres, on a des joueurs, des fois, qui font 1 minute 20, des fois. Puis délibérément, et nous autres, c'est des présences de 45 secondes. On essaie de leur vendre, puis après ça, ils sont peu efficaces sur la patinoire. Et imaginez quand vos plus talentueux respectent ça, puis donnent des bons changements à leurs coéquipiers. C'est des valeurs qui sont inépuisables au niveau du collectif et de ce que ça va créer. L'attitude, être une bonne personne, là, c'est un choix. Ça ne nécessite aucun effort. Et puis, on encourage énormément ça. D'être toujours une bonne personne, un bon coéquipier, c'est essentiel également. Vous voyez, je n'ai même pas parlé de système dans tout ça. 0-0-0. Pourquoi? Parce que ça arrive par la suite dans notre échiquier. Dans notre échelle de valeur, c'est le dernier point. Là, évidemment qu'on va apprendre à jouer ensemble. Pour nous, c'est un code qui va nous permettre d'être facilitant dans nos performances. Mais c'est vraiment le dernier échelon de ce qu'on fait. Quand je parlais du Marine Corps tout à l'heure, c'est à peu près de ça que je parlais. Il y a des références et tout ça. Puis, honnêtement, c'est un peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est allé très rapidement là, parce qu'on avait 45 minutes. Je pense que j'ai défoncé. Mais honnêtement, c'est toutes sortes de choses comme ça. On peut être créatif comme entraîneur. On se doit d'être positif, on se doit d'être demandant. C'est un sport extraordinaire qu'on a là. De pouvoir le diriger avec des personnes autour de nous qui sont... On doit être une équipe dans l'équipe, le staff d'entraîneur, puis d'avoir des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui vont donner des feedbacks avec d'autres mots, mais qui veulent dire les mêmes choses. C'est d'une richesse extraordinaire. Puis encore une fois, je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui travaillent à développer notre sport national. C'est extraordinaire ce qu'on fait au niveau du mineur. Puis je vous encourage à continuer très fort à développer nos jeunes. C'est très probant. Merci beaucoup. Merci à toi, Serge, pour ton temps de cette présentation-là. Je pense que plusieurs personnes vont pouvoir mettre en pratique là, plusieurs éléments, dont toutes les habitudes de travail qu'on veut instaurer, amener un environnement positif et plaisant pour les joueurs. Ça s'inclut à chacun des niveaux pour mieux pouvoir travailler sur les autres éléments de la game après. Donc, merci. Si jamais, je n'ai pas d'autres questions dans le Q&A, si jamais il y en a d'entre vous qui voudraient poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Est-ce que tu as le temps pour 2-3 questions, mettons? Pas de problème. Jaser une couple de minutes de plus, mettons? Aucun problème. Une chose est sûre. Ah oui, allez-y. Vas-y. Ce que j'allais dire, une chose est sûre, quand on fait notre recrutement pour les encans, là, puis pour le repêchage, puis qu'on rencontre les parents, puis qu'on leur dit, nous autres, on veut amener votre joueur à un autre niveau, mais de son côté, il faut qu'il nous aide à être une meilleure équipe. Les études, c'est non négociable. On a une conseillère pédagogique à temps plein ici qui pousse les jeunes, qui les aide dans toutes les façons possibles et imaginables. Puis qu'on amène ces valeurs-là où on montre que nos vétérans vont prendre soin de leurs jeunes. Tu sais, quand le jeune part à 16 ans de la maison, c'est quelque chose. Et puis, les parents se sentent réconfortés, puis ils sont contents d'amener leur enfant ici. Puis je vous dirais que ce n'est pas une erreur Rimouski. Il y a beaucoup d'équipes qui sont très, très solides au niveau de cet encadrement-là. Merci. On a une question, ce ne sera pas long. Je vais débloquer. Marc-André, tu vas pouvoir te démuter, poser ta question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, merci. Oui, dans le fond, c'est une question pour M. Beausoleil. J'avais une question, c'est petit peu plus technique, là, fait que je ne veux pas non plus empiler là-dessus. Mais moi, c'est sur les zones entry, là, les entrées de zone.
Euh, Quand dans le fond, on remet la rondelle à F4 en second wave, quand que le F4 il s'aventure prendre la shot, et ainsi de suite, c'est quoi à qui vous demandez de retrieve, mettons, la shot du F4? Parce que, tu Nous sais, autres, là, on ça. a. Oui, vas-y. Oui, nous autres, non, c'est une super de bonne question. Nous autres, on essaie d'instaurer en zone adverse ce qu'on appelle la nouvelle façon de jouer au hockey. F4, c'est bon hein, parce que ça t'est rendu un forward. Puis souvent, dans le hockey mineur, peut-être que Jeff peut corroborer, souvent, il y a beaucoup de défenseurs qui vont aller là par défaut. Ils veulent être à l'attaque, mais là, il manque un défenseur et ils vont tout à coup se rendre compte que mathématiquement, ils jouent plus. Puis ils s'en vont là, puis là, on développe des bons défenseurs. Et puis, avec des instincts offensifs. Puis là, la nouvelle vague, c'est de faire des permutations en zone adverse, d'avoir F4 qui rentre. Puis nous autres, il est très important que l'un des 3 premiers attaquants, F3, on appelle ça un reload, nous autres. Puis c'est très important pour lui, pour nous, il est souvent sur le weak side. C'est lui qui va laisser le défenseur rentrer sur la deuxième vague d'attaque et c'est lui qui doit revenir sécuriser la position et il devient défenseur. Donc, c'est pour ça que dans ces drills-là, on demande souvent aux attaquants d'être défenseurs, aux défenseurs d'être attaquants pour que chacun puisse combler cette réalité-là, puis la comprendre, puis l'appliquer en situation de match. Que ça répond à ta question. Je sais pas si ça répond à ta question, là. On prend ça pour un oui, toujours sur mute. Ça a l'air, oui. J'ai une question dans le chat. J'aurais pu utiliser le tableau aussi. Là. Aussi. Et on a une belle vue dessus. Qui a été ton mentor qui t'a amené ou qui t'a amené à aimer le coaching ou une inspiration? Ben, collégial, j'ai eu Pierre Leclerc à Rivière-du-Loup. Jeannot Gilbert à Québec qui encadrait tous les coachs Midget 3 qui ont passé par les gouverneurs. Il a gagné deux Coupes Air Canada de mémoire. C'était un entraîneur. Lui, là, c'était à chaque jour à l'Arena. Tout le temps. C'était un passionné. Les journées de congé, ça n'existait pas. C'était 7 sur 7. Écoute, avec Bob Chevalier qui était là, qui a mis en place cette structure-là dans la région de Québec, mais je vous dirais aussi tout l'aspect, je te dirais qu'au niveau des mentors, là, mon père, qui est décédé dernièrement, c'est un homme, puis des enseignants aussi. Mon père, il a tout le temps montré, c'est un autodidacte, il a tout le temps montré qu'il n'y a rien qui est impossible. Puis ça se transcende dans le hockey aussi. Dis-nous qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, à partir de ce moment-là, on va faire reculer le mur à la gang, il n'y a pas de trouble. Puis les mentors, je te dirais que pour mon cas, là, dans mon cas, les inspirations, ils viennent de partout. Puis j'ai pas eu le temps de parler de motivation puis de comment on travaillait là-dessus. Ce serait bien le fun de faire ça à un moment donné. Mais comment on va chercher de l'énergie, entre autres en saison puis en play-off avec ça. Mais on se sert de la musique, on se sert des films, on se sert de l'histoire. Puis les gars embarquent là-dedans comme des gamins. Puis je vous dirais que, ultimement, pour répondre directement à ta question, j'ai eu énormément de mentors. Puis mon ami Patrick à Québec va faire sourire Martin Lavallée. Oui, Patrick est un modèle sur bien des aspects. Encore aujourd'hui, c'est un Hall of Famer qui est dans la ligue, qui se tape des rides d'autobus comme personne. Mais pour avoir travaillé avec lui, là, il décortique les mises en jeu en zone neutre du côté droite, en zone neutre du côté gauche, en zone neutre du côté défensif. Écoute, il n'y a pas un détail où il ne va pas. C'est un gars extrêmement passionné, puis en ce sens-là, il est très inspirant aussi. Mais il y en a bien d'autres.